J'ai rouvert les yeux, sans doute, des heures plus tard. Un feu me brûle le visage. Il est sûrement juste devant moi. Je tremble encore un peu, mais impossible de bouger. Mon corps est comme attaché à quelque chose. Mais ce qui m'effraie le plus, c'est que la moitié de mes vêtements ont disparu. Je me retrouve en sous-vêtements, emmitouflée dans plusieurs grosses couvertures, les extrémités aussi glacées que si on les avait plongées dans un bain de glaçons. J'ouvre de nouveau les yeux pour voir, devant moi, Lewis. Il est à genoux, devant mon lit, à moitié couché sur mon matelas, et dort d'un sommeil agité. Je plisse les yeux sans comprendre et me redresse doucement pour regarder autour de moi. Une fois debout, devant le feu, je cherche des yeux un pull ou quelque chose qui pourrait me couvrir. J'attrape une autre couverture et m'emmitoufle dedans avant que le froid environnant n'ait raison de ma vie. Je décide de m'asseoir une seconde sur le lit, tant la chaleur du feu est réconfortante. Les craquements délicats et la vue des flammes satisfaisante. En tournant la tête, mon regard s'attarde sur Lewis, endormi comme un bienheureux. Sur ses lèvres, j'aperçois presque l'esquisse d'un sourire, empreint d'une inquiétude qu'il a dû entretenir en tentant de me réanimer. Une mèche blonde cache ses paupières closes. Je la décale d'un mouvement de doigt, en souriant et en priant intérieurement pour qu'il ne se réveille pas. « Christa, tu vas bien ?» crie Marcus en apparaissant dans l'embrasure de la porte. « Chut !» lui coupai-je en montrant Lewis endormi. Mais il m'ignore et me prend dans ses bras en soupirant profondément de soulagement. Je lui tapote timidement le dos en souriant et l'oblige à me libérer. Il m'attrape les mains en souriant. Les effets du pagno vont se dissiper dans le courant de la journée, se réjouit-il. Le pire est passé. « Comment va notre pingouin ?» crie presque Marcus en rentrant dans son tour. « En vie !» le rassure Marcus en lui frappant le bras. « Qu'est-ce qui s'est passé hier ?» demandai-je, vraiment intrigué par cette inquiétude. Marcus et Warner se regardent en plissant les yeux sans comprendre et se tournent vers moi pour montrer mon bras blessé. « Tu as été empoisonné au pagno » me révèle-t-il en même temps. « C'est un poison incroyablement dangereux » continue Warner. Quand on est infecté, il suffit de 5 minutes pour perdre toute l'énergie et toute la chaleur de son corps avant de mourir d'hypothermie. Ça dégage une grosse odeur de poisson pourri, car il est fait à partir d'huile de morse et de plancton, m'informe Marcus. Lewis a tout de suite réagi. Il dort encore d'ailleurs. Je touche ma plaie du bout des doigts en sentant une grande panique retardée monter en moi. J'aurais pu mourir d'hypothermie en 5 minutes pour avoir risqué ma vie dans une bataille contre... Contre quoi ? Je stoppe là mes interrogations pour me tourner vers mes amis. Si quelqu'un doit le réveiller en sursaut, ce sera moi, leur ai-je dit. Je t'en prie, rit Marcus. En réalité, je n'ai aucune envie de le réveiller. Il semble si paisible, silencieux, bien. Je pose mes mains de part et d'autre de ma bouche pour former un entonnoir et m'approche de son oreille. « Debout !» criai-je en le faisant sursauter. « Je vais te tuer !» me répond-il. Son regard croise le mien. Il se met à rire et me prend dans ses bras. Je m'accroche à lui en souriant et en enfonçant ma tête tout contre son épaule. « Tu m'as fait tellement peur, idiote. Et toi, tu m'as à moitié déshabillé. On est quitte, idiot. » Marcus ne dit rien, et je le soupçonne même d'être parti avec Warner à l'instant où notre embrassade a commencé. Lewis m'embrasse le front en soupirant de soulagement. Le feu crépite derrière nous et me brûle entièrement le dos, mais je m'en fous. Je ressens encore cette fraîcheur qui me raidissait le corps la veille encore. « Tu m'as rendu fou d'inquiétude, répète-t-il encore. Je sais. Mais pourquoi as-tu risqué ta vie comme un idiot ? J'ai eu peur aussi. Il était hors de question que je laisse ma partenaire mourir sur mon bateau, dit-il. C'est celui de Warner, lui dis-je en levant un sourcil. Ça, c'est ce qu'il veut te faire croire, mais je sais la vérité, moi. Je me mets à rire avant de lui passer sa chemise et m'apprête à quitter la pièce. Lewis m'interpelle, m'empêchant ainsi de quitter l'endroit. Je suis heureux qu'on puisse être amis. Je lâche un magnifique sourire et entends de nouveau cette musique résonner en moi. Ça me semble juste, simple, vrai. Je pousse la porte de la chambre et me trouve dans la salle de bar, où je surprends Juni, au comptoir, devant un verre, blessé, les vêtements déchirés. Je le rejoins. Se passe entre nous un échange de formalités presque trop conventionnel, tournant autour du temps, du voyage, sans oser parler vraiment de ce que l'on souhaite parler. La bataille de la veille, ma blessure, ma maladie, les clones, et surtout ce sang qui a repeint les linteaux des portes et la cabine de Marcus et Warner. Le corps des hommes et des femmes jonchant le sol et les pleurs des enfants. Une autre image de ce monde commence à détruire mon côté innocent. Comment la créatrice a pu accepter un tel massacre ? Dit Juni en regardant une femme pleurer sur le corps de son père. D'où viennent ces clones ? Demandai-je en regrettant ma curiosité. Juni ouvre de grands yeux avant de pousser un profond soupir. Ils sont la part de chaque plumien que l'on rejette à notre naissance, me renseigne-t-il. Quand un enfant naît, son clone apparaît quelque part dans le monde. Une partie de lui,
plus sombre et plus détérioré. Son seul et unique but est de trouver son original et de le tuer, afin d'être libre de son influence. C'est une peur de chaque parent. Voir un clone tuer leur enfant pour libérer un des leurs. Jude m'a sauvé de ce destin. Chaque muscle de mon visage est tellement crispé qu'une immense douleur se diffuse dans tout mon corps en tendant mes muscles. Je respire profondément en posant une main sur l'épaule de Junie, en lui permettant de laisser couler quelques larmes sur ses joues. Ce n'est pas ce que je voulais. Ces gens ne méritent pas d'être tourmentés par ces clones. Cette femme ne pourra plus jamais prendre son père dans ses bras, et je n'ose imaginer le nombre de vies brisées en une nuit. Il aurait peut-être mieux fallu que je sois jamais en possession de cette plume. Je ne voulais pas ça. Je n'avais même pas prévu de faire quoi que ce soit de plus qu'une simple feuille gribouillée d'une écriture dorée. Warner a une mine si triste que cela me fend le cœur. Je l'aide à réajuster sa trajectoire une fois que je suis monté sur le pont supérieur. « Qu'est-ce qui t'arrive » lui demandai-je. « Tu veux dire, à part le fait qu'un carnage vient d'ébranler mon bâtiment, on va devoir trouver un lieu où se poser. Et pour cela, Marcus est contraint de demander de l'aide au pays Moyen-Âge. Je déteste aller là-bas. »« Pourquoi, ça doit être bien, non ?» demandai-je. Je me tourne vers Lewis, qui, sorti rapidement de sa cabine, secoue la tête, attestant que s'arrêter là, au Moyen-Âge, n'est pas de bon augure pour Warner. J'ai entendu tellement de choses sur son histoire. Il paraîtrait, selon ce qui est dit, que Warner trafiquait des armes futuristes durant la Révolution, et que cette pratique est interdite, car elle risque de détruire l'identité de toute une époque. Le comité des gardiens de Pluma a déterminé qu'il serait interdit pour Warner de retourner à d'autres époques pendant plus de 10 ans. Son père, faisant partie de ce même comité, a permis d'éviter à son fils la peine capitale ou l'emprisonnement. En fait, Warner a plus de 26 ans. Il est comme un grand frère pour Marcus, et il lui reste encore 2 ans avant de pouvoir retourner dans une autre ville d'une autre époque. Cela ne répond pas du tout à ma question quant à l'inquiétude de mon ami sur le Moyen-Âge. Je prends Lewis à part pour tenter d'avoir quelques infos complémentaires. Je me cache avec lui sous l'escalier. « Je peux savoir ce qu'est le problème avec le Moyen-Âge ?» demandai-je, en espérant que Lewis ne soit pas du genre à garder des secrets. « C'est une vieille histoire en réalité, m'avoue-t-il. C'est en partie à cause de son frère, et des clones, et aussi d'Inverso. Est-ce que tu pourrais m'expliquer ?» L'histoire de Warner ne regarde que lui, m'avoue Lewis. Mais je peux t'expliquer pour la menace des clones, car c'est bien plus que de simples répliques. Lewis inspire profondément, lève les yeux au ciel comme rassemblant ses idées avant de m'expliquer. Les clones, une fois qu'ils ont tué leurs originaux, obtiennent non seulement la liberté mais également des pouvoirs, combinant le changement d'apparence en bêtes féroces comme le loup que j'ai rencontré et un don unique et destructeur, servant à l'anéantissement des originaux. Silverstone, l'écrivain dont Marcus est fan, fait partie des chasseurs, empêchant ce destin qui constituerait une apocalypse plus que funeste. J'en tremble. Et Inverso dans toutes ces histoires, m'informai-je. J'y viens. Il les a combattus pendant toute sa vie avant de disparaître en même temps que la créatrice. Je ne comprends pas comment tu peux en savoir si peu sur le monde, me dit Lewis en me laissant seul. Cette fois j'en suis sûre. Il me faut quitter le bateau pour retrouver un témoignage vrai d'Inverso. Les amis ne peuvent pas m'aider, ils ne comprendraient pas. Il est préférable de m'y rendre seul. Si je suis bien la logique de ce monde, il est impossible que j'aie un clone. Je ne suis pas née ici. Mais je pourrais me faire attaquer par un clone. Et de plus, pour suivre mon plan, il me faut absolument aller en Amazonie. J'en suis persuadée. Nous avons descendu le bateau dans un port proche avec Marcus et Warner. Je suis allée visiter la ville en tentant d'oublier les horreurs de la veille, les corps sur le bateau et le pèlerinage des passagers quittant le port en emmenant leurs morts. J'ai changé, et Marcus l'a vu. Il a remarqué que mon sourire est plus forcé et triste, et que les étoiles qui parsemaient mes yeux disparaissent. Et celle-là m'attriste autant que lui. J'ai vu la mort, et je l'ai provoquée chez quelqu'un. J'ai vu le sang et il a coulé sur mes mains. Aucune musique ne résonne dans mon esprit, comme ensevelie sous les vies perdues de la veille. À présent, je me ris de mon ancienne naïveté. Elle me semble si loin, encore plus incongrue que le monde dans lequel je me déplace et vis depuis 2 mois. Ma blessure à l'épaule me fait encore un peu mal, mais bizarrement je n'ai pas envie de supprimer cette douleur. Elle m'aide à rester les pieds sur terre, à avoir l'impression d'être là, à la maison, où l'on souffre tous les jours, mais où les moments de joie sont uniques et précieux. Ma famille me manque, mais j'ai une piste à suivre avant de devoir rentrer. Une mission, qui commence par une sorte de fugue. J'aimerais prévenir Lewis pour lui proposer de m'accompagner, mais ce serait contre-productif. Il pourrait poser des questions, se demander pourquoi je cherche un témoignage d'Inverso, pourquoi je doute, pourquoi je crains autant les questions que je me pose que les réponses que j'espère recevoir. Non,
Il vaut mieux partir seul. J'ai déjà assez joué avec le feu et risqué de grands dommages en m'attachant à eux. Marcus pose une main qui se veut compatissante sur mon épaule, encore en bon état. Où sont passées les étoiles de tes yeux me demande-t-il sans pour autant attendre de réponse. Ne dis pas ça, lui répondis-je en retirant doucement sa main de mon épaule. Elles sont juste fatiguées. Pourtant, elles n'auraient aucune raison de l'être. La ville est magnifique, même si très pauvre et un peu sale. Il règne dans l'air une atmosphère propre aux villages de France du Sud. Les maisons, presque toutes similaires, se suivent avec une organisation désorganisée. Les rues se suivent avec leurs arbres, leurs fleurs, et les cris de joie des enfants, et l'ambiance du marché plus loin. Nous arrivons au centre-ville, entourés de gens, marchands, cris, rires et ventes en tout genre. Une vieille fontaine trône au centre où des femmes se retrouvent pour laver leur linge. Ça fait longtemps que je ne suis pas venue, affirme Warner en croquant dans une miche de pain fraîchement achetée à un boulanger traversant la ville. Tu connais un endroit sympa où discuter sans être pressé par des badauds ? Demande Marcus en s'asseyant sur le dossier d'un banc. Warner nous fausse compagnie et nous ouvre la voie sur une rue un peu lugubre, ne m'inspirant pas confiance. Mais comme mes amis s'y enfoncent sans chichi, je les suis. On atteint une sorte de petite vallée, très verte, où des moutons pèsent tranquillement. Le soleil se reflète dans une eau presque irréelle. Mais mon cœur ne chante pas, il semble si fatigué de tout ce qu'il voit. Il suffirait d'un rien pour qu'il explose de larmes et se mette à me faire perdre le contrôle. Marcus lui-même ne saurait pas. Il lance sa casquette contre un arbre, à l'ombre du soleil de plomb, avant de s'écraser par terre en soupirant. Il retire ses lunettes et les échange avec des lunettes de soleil. « On n'est pas là pour ça, Marcus, lui dis-je en lui prenant ses lunettes. Tu voulais discuter, je pense. Je sais, me coupe-t-il. Je voulais savoir la vérité sur Warner et sur ce foutu village. La vérité, dit Warner en serrant les dents. La vérité, vous avez que ce mot à la bouche. J'ai une histoire, tout comme toi, tout comme Lewis, et tout comme Crystal, avec son petit jardin secret d'adolescente paumée. Chacun a le droit de garder des choses à d'autres. Vous trouvez que j'ai l'air d'une ado paumée ? Demandai-je en décrochant une pomme d'un arbre. Oui, rétorquent en union Warner, Marcus et Lewis, en arrivant par le même chemin que nous. Ce dernier s'approche de moi et entoure mon épaule de son bras en me serrant joyeusement contre lui en riant. « Mais tu es notre adolescente paumée, ça compense tout. »« Merci, Lewis, lui dis-je en souriant. »« Vous attendez quoi pour vous rouler une pelle ?» affirme Marcus avec une pointe d'agacement dans la voix. Lewis et moi les regardons en plissant les yeux, avant que nos regards ne se croisent. Nous partons tous les deux dans un énorme fou rire en imaginant une seconde que nous puissions sortir ensemble. « Alors désolé de vous casser votre délire, les gars, rétorquai-je. On n'est pas dans un délire, se reprend Marcus, mais ça fait 2 mois que vous vous tournez autour. Vous êtes lourds, les mecs, se plaint Lewis. Je me sépare de Lewis pour m'asseoir par terre à côté de Warner. Le silence remplace notre discussion, alors que le vent passe dans le champ, en emmenant avec lui un peu de l'ambiance de la nature et de conversation d'enfants. En regardant le petit équipage, je remarque alors que je me suis prise d'affection avec chacun d'entre eux. Warner, comme le protecteur de l'équipe, le seul capitaine de la Cathy, le garçon qui a le plus protégé ma place dans l'équipage. Marcus, comme un frère pour moi. Il est celui qui aime à m'apprendre des choses, à rire avec moi. Et il y a Lewis. Compliqué à dire. Il n'y a rien de vraiment amoureux entre nous, ce n'est pas ça. J'ignore ce que c'est. Je me redresse et donne pour excuse de ne pas me sentir bien afin de retourner seule à la Cathy. Je quitte le groupe, en courant, mais en réalité, je pars juste récupérer mon sac pour le cacher dans un coin et filer en douce. Il vaut mieux m'y prendre alors que personne ne s'en doute. Le jour où le bateau est quasiment désert maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. J'attrape une corde une fois arrivé devant le bateau et monte à bord, sans entendre la musique qui d'habitude accompagnait ce rituel. J'arrive sur le pont, personne. Je m'approche de la cabine où j'ai dormi cette nuit avec Lewis. J'attrape mon sac en bandoulière et y mets ma lantra. Je ne prendrai rien de plus que ce avec quoi je suis venue. Je ne suis pas une voleuse. Tu vas vraiment partir, hein, dit Jenny en apparaissant dans l'encadrement de la porte. Pas le choix. Mon voyage s'arrête là, lui répondis-je sans me retourner en passant devant lui. Si tu pars maintenant, ils te rattraperont, ils te surveilleront et comble du luxe, ils sauront que tu es fauché. Tu peux me couvrir ? Lui demandai-je pleine d'espoir. Je ne peux pas, c'est pas bien. Ce n'est pas éthique. Tu arrives dans une famille qui t'accueille et pour finir, tu pars comme une voleuse. Il n'a pas vraiment tort. Il faut lui donner une raison irréfutable de me faire confiance et de me laisser partir. S'il te plaît, le suppliai-je. Je dois partir, j'ai des réponses à chercher. Des réponses sur quoi ? M'interroge-t-il. Sur la créatrice, répondis-je en remontant d'un coup ma manche. Je sais ce que je fais, pas de stress. Il s'approche de moi et frôle le tatouage du bout des doigts. Il tremble. Tu es la créatrice, se choque-t-il. Oui. Enfin non, me perdis-je, je n'en sais rien.
Mais je ne viens pas d'ici. J'ai besoin de trouver des réponses auprès d'Inverso, de trouver son livre. Tu vas avoir du mal. Inverso est probablement mort, me répond-il en prenant un air détaché. Pas ses écrits. Je dois trouver tout ce qui le rapproche de la créatrice. Eh bien, bonne chance, avoue-t-il en soupirant. Je te couvrirai comme je peux. Je le prends dans mes bras en souriant, tellement je suis rassurée. Je savais que je pouvais compter sur lui, mais je dois avouer avoir eu un peu peur. Il m'aide à porter mes affaires et me demande de l'attendre sur le pont supérieur. Il revient, avec un sorte de vélo tout-terrain un peu abîmé. Je l'ai gagné au poker avant-hier, maintenant il est à toi. Je ne vois pas comment je pourrais en avoir besoin. Je le remercie et prends un cordage en me mettant sur le bastingage. J'accroche le vélo à mon dos, en ignorant la pédale me cassant les côtes. Juni ne dit rien. Il me voit partir mais ne fait rien. Il baisse la tête mais me regarde droit dans les yeux. Et pour Warner, et Marcus, et Lewis, j'ai pas vraiment le choix, lui rétorquai-je en sachant pourtant que j'ai tort. Si tu vois Lewis, dis-lui... Je ne sais pas, dis-lui que je suis désolée. Je le ferai, m'avoue-t-il. Je souris, pauvrement, et rabats ma capuche sur ma tête et m'approche encore du bord. En tombant, je peux voir l'arbre où se tient encore mes amis, la fontaine où je soupçonne plusieurs princesses de s'y être tenues, les maisons qui se suivent, et encore plus en avant, la vallée, verte, étendue. Je pose les pieds à terre et relâche la corde, une pointe de regret m'en serrant la gorge. À partir de maintenant, j'ai plus de questions que l'envie de visiter et d'entendre la musique résonner dans tout mon être, et je m'y refuse. Mais je mentirai en clamant ne pas regretter celle que j'entendais en étant près de lui. Je déplie mon vélo, pose mon pied sur la pédale et pars sur un chemin de terre battu par le passage des charrettes. Une odeur de béton, de macadam et d'essence m'annonce que je m'apprête à quitter le périmètre de l'époque. Selon les plans de Warner sur le bateau à bord de Cathy, j'arrive au XXIe siècle, et pas n'importe quel lieu, le pire, la ville, un endroit où je déteste être, mais où il est plus facile de se fondre vu le nombre de personnes. Il y a 2 villes regroupant tous les pays et époques du monde, Hong et Ilogis. C'est à la 2e que je vais, car je sais que c'est là que je risque de trouver Inverso, avant qu'il ne passe l'arme à gauche. Ce qui ne tarderait pas, car de toute façon, il est impossible qu'il existe, et encore moins qu'il m'ait connu. Ilogis est également le lieu où se trouve la carte de ce monde, celle qui est encore opérationnelle. Grâce à elle, je trouverai l'Amazonie. J'arrive devant un mur immense avec, de mon côté en tout cas, peint sur la façade une grande représentation de la forêt, sans doute pour plus d'authenticité, comme si cela ne l'était pas déjà assez. Mais ce qui me ferait plus que de rentrer dans une autre époque où je ne connais rien, c'est le contrôle de la porte. Nous sommes contraints de passer un scan rétinien et une vérification automatique donne accès à notre prénom et aux autres informations de notre dossier. Le seul problème est que je n'ai pas de dossier. Je quitte la file rapidement et marche avec mon vélo près de moi. Je m'installe juste devant le mur, avec une mine que j'imagine assez déconfit, mais déterminée. Je dois passer, et surtout pas me faire rattraper par la Cathy. Tu as la tête d'une fille qui veut passer sans devoir mettre ses yeux devant le scan, je me trompe ? Je sursaute et tourne la tête vers une autre jeune fille, un peu plus âgée que moi. Un jean noir, un sweat rouge, une capuche sur la tête, et des cheveux noirs en sortant bien en ordre. Elle est vraiment belle. Et elle se tient juste à côté d'une moto magnifique, avec à l'arrière une sorte de baluchon. T'as tout compris, répondis-je en la laissant s'asseoir à côté de moi. Je me demande bien pourquoi, continue-t-elle. Je veux... Une histoire, vite, une histoire. Échapper à mon ex, dis-je. Il est hacker, et saurait où je suis à l'instant où je ferai le scan en retraçant mon signal. Purée, je suis presque convaincue par ma propre histoire. Un mec possessif? Ouais, je connais ça, dit la fille. Elle rit en baissant la tête et me fausse soudain compagnie. Je m'accroche à une idée folle et limite. Tu peux m'aider? Je dois vraiment passer la frontière, demandai-je. Elle ne répond rien et se contente de me faire signe de la suivre. Je souris et prends mon sac et mon vélo. On s'engage dans une forêt sombre. La nuit est déjà en train de tomber et je crains de devoir me servir de ma lantra. Mais je risque de me faire passer pour une fille riche alors que je n'en suis rien. La fille et moi arrivons enfin à une grange. Elle pose un doigt sur sa bouche et m'ouvre la porte. Je rentre, en regrettant l'instant où j'ai senti un coup énorme que l'on me porte au visage. Mon vélo me glisse des mains, mais je prends garde à ne pas lâcher mon sac. Je tombe à terre et me rattrape par les paumes de mes mains. Un morceau de verre mal placé y rentre et m'oblige à lâcher un cri. « Prenez-lui son sac » dit la fille en me montrant des doigts. Un homme masqué arrive et me frappe au ventre en m'obligeant à me recourber sur moi-même pour éviter d'autres coups plus durs. Je ne laisse toujours pas mon sac. Il continue et un autre ami l'aide en me frappant au dos cette fois. Je peux presque sentir son pied me briser les côtes.
Encore un coup et je risque la mort. Et rentrer dans mon monde me semblera impossible. Si seulement quelque chose pouvait vraiment venir m'aider à me défendre. Un autre coup au visage, imminent, m'incite à lever les bras pour me protéger. Le coup ne vient pas. Je relève les yeux et vois que tout le monde a reculé d'un coup avec une expression horrifiée. Je me retourne et aperçois, derrière moi, un énorme loup. Une bête avec des dents ensanglantées. Je recule en le voyant s'approcher de moi. Je sors une petite lame de ma ceinture et la tends vers lui en tentant de lui faire peur, mais il semble plus haineux que jamais. Je me lève et il crie pour le faire fuir, mais rien n'y fait. Il semble inexorablement intéressé par la jeune fille derrière moi. Il s'en approche. Elle sort un revolver et lui tire dessus, mais le loup n'en semble pas du tout incommodé. La jeune fille, pourtant, ne perd pas son sang-froid et fait virevolter une simple planche de bois vers le loup. Je me cache derrière un paravent avec les autres membres qui étaient en train de m'agresser quelques secondes plus tôt. Mais je m'en fous, et eux aussi. « C'est quoi ce machin ?» demandai-je. « Casse-toi, c'est notre cachette !» me rétorque-t-il en me poussant à l'extérieur, juste derrière la bête enragée. Je prends ma petite arme et sans hésiter fonce vers le monstre. Lève mon épée en me sentant presque pousser des ailes. Le monstre se retourne vers moi en ouvrant ses grands yeux rouges de sang. Je m'apprêtais à rabattre mon arme pour porter un coup fatal, mais à ce moment-là, j'ai vu son regard implorant. Ses yeux bruns, sans cœur, me fixant, cachent une grande tristesse et une détresse que j'ai ressentie en plein cœur. J'ai su qu'il souffrait. J'ai abaissé mon arme et je suis tombée par terre, à ses pieds. La jeune fille voulait profiter de l'inattention de la bête, leva son arme, mais je l'en empêche d'un simple geste de la main. Elle se retrouve soudain propulsée contre le mur derrière elle. Mais je ne prends attention à rien d'autre qu'au regard de l'animal juste devant moi. Il semble en proie à des douleurs permanentes, et je pense être la seule susceptible de l'aider, ou même de percevoir cette souffrance. D'une main tremblante, je touche son pelage rugueux et sale, couvert de boue, et j'ai le profond sentiment que personne ne pourra jamais briser le contact entre nous deux. « Tu t'appelles Max », lui dis-je en souriant. « Ton père lui-même a tué ton original, et depuis, tu passes de maître en maître pour satisfaire leurs moindres désirs, car ton père t'a vendu de meilleures armes. Je ne sais pas d'où me viennent ces images, mais je les vois. Elles affluent vers moi, comme tout droit venues de la tête et des souvenirs du garçon. Tu n'as que 28 ans. Tu as déjà souffert plus que d'accoutumée, dis-je en lâchant une larme. Je ne vois pas que tes souvenirs. Je sens ta douleur et elle est permanente. Une plainte. L'animal, Max, pleure. Comment peut-il me comprendre ? Et comment peut-on souffrir autant ? Comment puis-je voir autant ? Je peux l'aider à ne plus souffrir. Des directives de ce que je dois faire apparaissent dans mon esprit comme si je l'avais déjà fait une centaine de fois. Je prends de la terre et les pose sur ses yeux, en laissant les larmes du jeune homme les imprégner. Un nuage de poussière nous entoure, et j'ai pu entendre un soupir de soulagement, à l'instant où j'ai senti mes mains brasser le vide. J'ouvre les yeux et aperçois, juste devant moi, un oiseau marron, magnifique, aux yeux bruns, et à l'aura si bien heureuse que je ne reconnais pas Max du premier coup. Il me regarde avec un air majestueux. « Max, tu es magnifique !» lui dis-je en pleurant presque. Il se met à pépiller de joie avant de s'envoler par la porte encore ouverte. Je me lève et récupère mon sac. Un état euphorique s'empare de moi. Il s'exprime par un cri de victoire. Mais ce sentiment de béatitude s'efface soudain alors que je m'écrase sur mes genoux en retenant mon souffle. « Mais tu es qui ?» me demande la jeune fille en sortant de derrière un poteau de bois. Je me redresse en prenant mon sac et prends une profonde inspiration pour éviter de laisser ma voix partir dans tous les sens et avoir une attitude assurée. « Une fille qui vient de te sauver la vie, me rétorquai-je, alors que tu t'apprêtais à me voler tout ce que j'avais. » Je me retourne et vois mon agresseuse, clopinant sur un pied, aidée par son épée retournée, se tenant le bras pauvrement. Je serre les poings et basculant mon sac sur mon épaule, sors de la grange en retenant mes larmes dues à mes récentes blessures. Je récupère mon vélo par terre et m'en vais, sans demander mon reste, en ayant toujours à l'esprit et dans tout mon corps ce sentiment de joie intense, de béatitude. Pourtant, je peux aussi ressentir une profonde lassitude, ainsi que de la souffrance, mais ce n'est pas la mienne. C'est celle de Max. « Attends !» m'appelle la fille en apparaissant devant moi. « Tu nous en veux pas de t'avoir agressé. On savait pas qui tu étais. Je te l'ai dit. Je ne suis personne, lui dis-je. Et non, je ne vous en veux pas. Mais désormais ne m'adresse plus la parole. Je continue de marcher en lui passant devant, impassible, trop occupé sur les événements de l'instant
pour lui prêter ne serait-ce que le quart de mon attention. Tu n'arriveras jamais à passer le mur. Je peux t'aider, me propose-t-elle. Et qu'est-ce que tu y gagnerais lui demandai-je en me retournant de nouveau vers elle. Tu as dompté un clone, là sous nos yeux, m'explique-t-elle. Je pourrais avoir besoin d'une arme pareille pour me rendre à Élogis. Qu'y a-t-il de si important là-bas à tes yeux? C'est le seul endroit où se trouve la base de données de tous les habitants, m'avoue-t-elle. Je cherche à supprimer les données négatives qu'ils ont sur moi depuis si longtemps. C'est mon seul espoir. Je t'en prie, j'ai jamais vu quelqu'un faire ce que tu viens de faire. Et là, j'ai vu une opportunité en or, de faire partie d'une équipe, pas d'amis, mais de mercenaires, venus pour un but, sans vouloir en savoir plus sur les miens ni sur mes motivations. Ce n'est pas très sûr, mais c'est ma seule option. Je n'ai pas d'autre idée pour passer les frontières, et de plus, je ne sais pas vraiment où je vais, alors autant accepter. Mais comment être sûr que tu sais où est Élogis et que tu vas vraiment là-bas pour des raisons que tu viens de me dire? Je suis exploratrice, et je suis aventurière. Je sais où je vais. Je me mets à rire. Ah, vous faites une belle équipe de bras cassés pour des aventuriers. Mes amis font du meilleur boulot que vous la nuit, et les yeux fermés. Pourquoi tu n'es pas avec eux, d'ailleurs? Me rétorque-t-elle. Ok, 2 conditions pour que je vienne avec vous tous, affirmai-je avec assurance. On n'est pas amis, pour commencer. Je te connais pas, et je ne souhaite pas te connaître. Vous n'avez pas le droit de fouiller dans mes affaires, et je quitte tout si cela arrive. Et deuxième condition? Pas de question. J'ai mes raisons et mes motivations de venir avec vous. Et je refuse de répondre à vos interrogations sur comment j'ai pu aider ce pauvre garçon. Est-ce que c'est clair? Elle sourit et me serre la main énergiquement. Et à ce moment-là, j'ai eu l'impression de conclure un pacte avec le diable. Je suis Silverstone, se présente-t-elle. Bienvenue chez les chasseurs.